J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, donc je me présente, je suis Thomas Guignard, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Et j'en profite aussi pour remercier le CLEMI, Caroline notamment, pour m'avoir sollicité. Je suis ravi de participer à cette journée. Et donc, depuis un certain temps, je travaille sur les plateformes numériques et les industries culturelles notamment. Donc c'est vraiment le couple algorithme-data qui m'intéresse particulièrement. Et à travers une approche un peu économique dans cette partie, je vais tenter de montrer un petit peu les logiques de pouvoir notamment et de captation des données qui traversent le paysage numérique. Donc je ne vais pas insister beaucoup sur la dimension théorique pour insister davantage sur les résultats et les observations de terrain à travers diverses interviews que j'ai pu mener auprès de différents acteurs. Donc c'est assez compliqué d'avoir des informations sur le fonctionnement des algorithmes. C'est un peu une boîte noire assez secrète. Même là, dernièrement, par exemple, on a interviewé le responsable de TikTok, de TikTok France. Et même lui, en l'interviewant, on sent qu'il ne maîtrise pas tout à fait comment fonctionne exactement l'algorithme. Donc voilà, il y a un côté un peu boîte noire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a interviewé beaucoup des journalistes, des annonceurs aussi dans le milieu de la publicité. S'intéresser aux régies publicitaires, ça permet de donner vraiment une matérialité à cette captation des données. C'est vraiment un enjeu très important. Et justement, ce terme, un peu ce concept d'économie de l'attention, permet, permet justement d'évaluer et de comprendre les enjeux qui tournent autour de la captation des données. Donc aujourd'hui, notre attention est vraiment un enjeu économique très important. Les acteurs se bousculent et rivalisent d'ingéniosité pour capter notre attention. Il y a vraiment, on est dans une ère d'explosion de l'offre de contenu, et ce qui fait que voilà, pour exister et pour générer du profit, il faut savoir capter nos données pour proposer un contenu de plus en plus adapté à nos désirs, avec bien sûr des dérives d'un point de vue démocratique, d'un point de vue informationnel qui sont assez importants. Euh, donc du coup, je vais essayer dans un premier temps de dresser un peu un paysage numérique asymétrique avec notamment une domination des GAFA. Bon, ma présentation PowerPoint, j'aurai pas le temps de tout dire, mais il y a beaucoup de diapos avec des liens, etc. Je la laisserai à votre disposition pour, pour vous à titre personnel ou même pour vos étudiants. Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Donc du coup, cette présentation, elle se structure en plusieurs parties. Une partie qui va aborder un petit peu le paysage numérique asymétrique avec la domination des GAFA, donc parfois on dit GAFAM aussi puisqu'on intègre Microsoft, qui ont vraiment une domination mondiale sur l'économie numérique à l'international. Donc après certains marchés comme la Chine ou encore la Russie, ont leurs propres champions nationaux, mais de manière générale, on observe quand même aujourd'hui une domination très forte des GAFA avec voilà, au niveau de la financiarisation, des valorisations qu'on n'a jamais connues jusque-là, une puissance économique qu'on n'a jamais connue jusque-là et qui, on va voir, centralise aussi beaucoup de nos activités numériques et aussi des investissements publicitaires. Et donc c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ces GAFA captent une large partie des investissements publicitaires aujourd'hui. Et ça se fait bien sûr au détriment des médias traditionnels qui sont de plus en plus menacés par la puissance de ces acteurs. On verra aussi du coup comment le marché publicitaire s'est sophistiqué aujourd'hui. Voilà, j'ai rencontré par exemple, c'est Xander, c'est une agence de data qui s'occupe par exemple des insertions publicitaires de Netflix. Ils ont une offre maintenant qui intègre de la publicité, mais d'autres, c'est ce qu'on appelle des ad exchange. Et voilà, le responsable par exemple est un doctorat en mathématiques. On n'est plus du tout dans les mêmes métiers qu'avant. Il y a de nouveaux métiers justement qui sont apparus dans les rédactions, même dans les labels de musique. On a interviewé Sony Music, des data analyses. Bref, on voit qu'aujourd'hui, la data est devenue importante. Et la publicité illustre ce phénomène, puisque aujourd'hui, on est sur des ad exchange, c'est des places de marché avec des enchères en temps réel qui
qui fonctionnent justement via la captation de données. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que toutes nos actions numériques sont tracées, donc ça vous le savez, hein, mais du coup derrière c'est souvent via il y a des intérêts publicitaires qui animent cette captation de données. Donc par exemple aujourd'hui, hein, si vous allez, on reviendra dessus, hein, mais si vous allez sur la plateforme qui s'appelle Google Marketing, c'est assez déroutant. Donc il y a un côté fascinant pour plutôt le côté marketeur, spécialiste en marketing, et assez effrayant pour un chercheur et quelqu'un qui s'intéresse aux données personnelles, de voir à quel point tout est lié en fait. C'est-à-dire que quand on voit la position de Google par exemple sur le marché publicitaire, faut savoir que par exemple quand on utilise Gmail, nos mails sont scannés et voilà, des mots-clés sont extraits pour affiner votre profil publicitaire. Toutes vos données de géolocalisation sur Google Maps, par exemple, sont également captées. Sur YouTube, en plus, ces environnements aujourd'hui fonctionnent avec des identifiants et un mot de passe, hein, ce qui fait qu'on a une trace sur toutes vos activités, sur tous les services de ces grands acteurs que sont les GAFA. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, on avait rencontré le responsable marketing communication du LOSC. Aujourd'hui, on est capable, par exemple, là c'était une publicité pour la prochaine saison des abonnements, ils sont capables de présenter leur publicité vidéo sur YouTube uniquement pour les personnes qui ont déjà tapé LOSC sur Google et qui se sont, par exemple, déjà rendus au stade Pierre-Mauroy, ça ils peuvent le savoir, via les données de géolocalisation. Donc, vous voyez, en termes de granularité de ciblage, aujourd'hui, on est face à des acteurs qui sont imbattables, parce qu'ils maîtrisent tous les services numériques, parce qu'ils investissent en recherche et développement. Google, c'est plus de 10 milliards d'euros d'investissement par an, ce qui fait que c'est très difficile pour les médias locaux, hein, de rivaliser avec cette maîtrise technique et cette mainmise des datas sur ces géants de l'Internet. On verra aussi que dans la publicité, dans le domaine de la vidéo aussi, hein, les chaînes de télévision sont concurrencées avec l'arrivée justement de la SVOD et aussi de la VOD financée par la publicité. Donc il y a des nouveaux services qui arrivent, comme Freevee qui est lancé par Amazon. Donc là, c'est une concurrence directe avec les chaînes de télévision classiques. Et enfin, on fera aussi un petit focus sur TikTok, qui est vraiment très intéressant aussi, hein, d'analyser sa régie publicitaire, son mode de fonctionnement. Et là encore, hein, c'est ce qui caractérise aussi ces réseaux sociaux, hein, c'est la frontière entre ce qui est publicité, ce qui est du contenu sponsorisé ou du contenu publié de manière classique par un utilisateur. La barrière est très difficile, la frontière est très difficile à distinguer pour les utilisateurs et pour les plus jeunes notamment. Et donc si on a le temps, médias, plateforme numérique et algorithmes, là aussi c'est un sujet qui m'intéresse, mais étant donné qu'il y a une intervention sur le data journalisme par la suite, je ne vais peut-être pas m'intéresser, enfin développer ce point-là, je pense que j'aurai pas le temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment important aussi, hein, de comprendre comment les data aujourd'hui structurent aussi, hein, le métier de journaliste. Voilà, les data sont entrées dans les rédactions, clairement, hein, aujourd'hui on a même en interviewant des journalistes, on voit que le travail de journaliste aujourd'hui est beaucoup plus individuel qu'auparavant. Avant, c'était on avait un journal, un produit fini, plutôt un projet collectif. Aujourd'hui, en interviewant les journalistes, on sent qu'il y a plus cette individualisation qui apparaît, il me semble. Et il y a vraiment cette logique un peu justement journalistique et marketing, hein, qui s'affrontent au sein des rédactions, qui est assez complexe. Et de plus en plus, hein, les rédactions sont outillées d'outils comme Chartbeat par exemple, qui permet de voir pour une rédaction quels sont les articles les plus lus, les tendances du moment, et qui orientent comme ça la production journalistique et le choix des rédactions. Donc quelques éléments sur voilà, c'est des chiffres, hein, que j'ai pris comme ça sur le site de l'Arcom notamment. Sur ce qu'on observe un petit peu sur les pratiques, hein, en gros, une tendance générale, c'est énormément d'heures devant les écrans, donc notamment chez les plus jeunes. Au final, un temps de déconnexion qui est de plus en plus faible.
qui est caractérisé aussi par les objets connectés. Non seulement on utilise de plus en plus, notamment nos smartphones, mais en plus, de plus en plus de foyers sont appareillés avec des enceintes connectées, divers outils connectés, la voiture connectée. Donc tout ça fait qu'au final, on laisse tout le temps des données partout. Dans une journée, c'est assez impressionnant quand on fait des tests, même avec des étudiants, on laisse énormément de données qui sont souvent captées justement pour affiner notre profil publicitaire. Et pour aussi nous proposer des systèmes de recommandation qui nous proposent des contenus ou des services qui correspondent à nous. Donc, par exemple, les algorithmes fonctionnent. Donc si on prend le cas de Netflix, aujourd'hui sur Netflix, il y a à peu près 85% de la consommation sur Netflix qui est fait via son système de recommandation. Ils investissent énormément sur ce point-là. C'est-à-dire que l'utilisateur de Netflix n'a même plus besoin de chercher une série, c'est son système de recommandation qui est à l'origine d'une très large partie de la consommation de contenu sur la plateforme. Donc là aussi, je vais pas intervenir sur le fait, sur ce qu'on appelle bubble filter ou le filtrage algorithmique qui oriente aussi les usagers sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que, donc on l'a vu avec la lanceuse d'alerte, une ancienne employée de Facebook, c'est que ces algorithmes-là, notamment sur les réseaux sociaux, favorisent les contenus les plus extrêmes, les plus clivants, parce que les plus sensationnels sont beaucoup plus partagés, beaucoup plus commentés, et du coup, les algorithmes favorisent des contenus extrêmes. Une information un peu neutre a beaucoup moins de chances d'exister sur les réseaux sociaux et sur Internet, ce qui explique aussi les clivages qu'on peut retrouver et parfois des situations extrêmes et des contenus extrêmes, voire de la désinformation. Ça, on le verra plutôt avec la dernière intervention de ma collègue Coralie de Caro. Donc du coup, on a vraiment une hyper-connexion qui est très, très importante. Quand je parle avec mes étudiants, dès le réveil, le téléphone jusqu'au coucher, c'est vraiment le smartphone est devenu le terminal de référence. Aujourd'hui, si je prends moi, j'ai fait des tests là sur une classe en master de communication. En gros, ils passent 5h03 par jour sur leur téléphone, donc c'est énorme. Donc c'est variable. En gros, on verra ensuite en termes d'usage, mais c'est vraiment devenu le terminal de référence. Même quand on regarde des entreprises comme vente privée, en gros, c'est 75% de leur chiffre d'affaires sur mobile. Amazon aussi, aujourd'hui, c'est plutôt 78%, donc c'est énorme. C'est-à-dire que le paradigme a changé. On est vraiment sur... même les étudiants qui sont en stage, etc., on pense d'abord mobile et après on voit le site internet. Donc vraiment, le paradigme a changé par rapport à ça. C'est vraiment le mobile qui est devenu très important. Donc ce qu'on observe aussi, c'est que sur ce marché, notamment des smartphones, on a une domination d'Apple et Google qui est très forte. Et c'est une domination mondiale, ce qui fait que la compétition aussi, ce qu'on observe, c'est que la compétition est mondiale. Donc au final, c'est très facile d'être sur Internet, sur YouTube, mais par contre, c'est très difficile d'exister face à cette abondance de contenu. Donc si vous prenez par exemple sur YouTube, on a à peu près 400 heures de contenu qui sont uploadés, donc téléchargés chaque minute. Donc vous imaginez ce flot de contenu. Sur TikTok, on n'a pas pu avoir les chiffres, mais c'est énorme aussi. Ce qui fait qu'on a tendance à parler plutôt des success stories, mais derrière, il y a énormément de gens qui peuvent avoir du talent sur YouTube, mais qui ne gagnent pas leur vie. Pareil sur TikTok, on parle des TikTokers qui gagnent bien leur vie, mais il y en a énormément qui peinent, qui pourtant prennent du temps à faire des productions. On est sur un niveau parfois semi-professionnel, mais c'est très difficile d'exister. Et c'est pareil, si on prend les plateformes d'applications mobiles, on avait rencontré des personnes de chez Gameloft, par exemple, c'est des jeux sur mobile. Alors eux, ils disaient l'avantage, c'est qu'avant, on devait négocier avec Orange, avec Belgium Telecom, Dutch Telecom, China Mobile. Aujourd'hui, grâce à 2 interlocuteurs, Apple et Google, il suffit d'être sur leur store, donc Apple Store et Google Play, pour toucher quasiment tous les utilisateurs de smartphones dans le monde. Mais par contre, la compétition aujourd'hui est internationale. C'est-à-dire que quand vous regardez sur le Google Play, chaque semaine, il y a des nouveaux jeux, des nouvelles applis. Donc c'est pareil pour exister. C'est vraiment un monde
hyper concurrentiel, très compliqué d'exister dans cette nuée de contenu. Donc du coup, on observe aussi une fragmentation des usages qui est très forte, qui est liée aussi à ces logiciels de filtrage et de recommandation. Donc aujourd'hui en France, on a à peu près 6 écrans en moyenne par foyer, ce qui est énorme, hein. Donc voilà, en gros, toute la famille réunie devant Fort Boyard, c'est presque terminé, hein. Même si on a quand même une permanence de la télévision linéaire en prime time, hein, des audiences sont encore très fortes. Il ne faut pas non plus annoncer la mort de la télévision, mais c'est clairement chez les plus jeunes, les chiffres sont en baisse très significative. Donc on a une individualisation des usages, hein, qui est liée à cette explosion de l'offre de contenu, qui est liée aussi au nombre de terminaux disponibles par foyer, et aussi, hein, à des services comme Netflix, comme Amazon Prime Video par exemple, hein, ou même MyCanal, qui propose aussi des profils pour toute la famille, hein. Chacun a son profil avec ses propres contenus. Tout ça favorise une individualisation beaucoup plus importante des usages. Donc en termes sur la téléphonie mobile, hein, ce sont plutôt les 15-24 ans, hein, qui passent en gros plus de 4 heures, 3 par jour en moyenne sur leur téléphone, hein, selon les derniers chiffres de l'Arcom. Donc ils sont toujours plus jeunes aussi, hein. Chez les plus jeunes, c'est un point assez intéressant, c'est que dans cette même étude, on apprend que il y a la moitié des 6-10 ans qui ont déjà un smartphone. Donc là, c'est quelque chose quand même à surveiller, hein, notamment sur l'éducation aux médias, sur l'exposition des plus jeunes. C'est un point intéressant, hein, donc c'est vrai que généralement le premier smartphone, c'est le passage en 6e, donc la plupart l'ont, mais très tôt à la maison, on laisse un smartphone à son enfant. Il n'a pas forcément de carte SIM, mais il peut accéder à énormément de contenu. Et là aussi, hein, ça dépend des milieux sociaux. Il y a beaucoup d'éléments d'études, hein, qui montrent que l'exposition l'utilisation des écrans est beaucoup plus forte dans les milieux plus défavorisés et beaucoup plus régulée et contrôlée dans les milieux sociaux plus favorisés. Donc dans ce paysage numérique, ce qui est important de comprendre, hein, c'est cette domination extrême des GAFA. Donc c'est Google, Apple, Facebook et Amazon, hein, qui sont devenus vraiment très influents sur toutes nos activités numériques. C'est quelque chose et on le voit à travers Amazon, hein, ça veut dire que leur activité, donc à la base c'est un site de commerce électronique, et aujourd'hui leur activité est beaucoup plus importante qu'un site web de commerce en ligne, puisqu'ils dominent le marché. On connaît moins par exemple Amazon Web Services, c'est tout ce qui est hébergement de données. Donc ils sont leaders dans le monde. En fait, c'est cette activité-là qui rapporte le plus d'argent à Amazon. Ils se sont mis aussi dans la vidéo, donc avec Amazon Prime. Là encore, hein, les chiffres, ils ont investi cette année, en 2023, ils vont avoir investi en production avec les studios Amazon 15 milliards de dollars, donc c'est énorme, hein. Là aussi, on voit la compétition avec les chaînes de télévision, c'est compliqué, hein, de rivaliser face à des acteurs. Donc en France, ils ont acheté les droits du foot, de Roland Garros, bref, on sent vraiment qu'ils sont en train de prendre position sur le marché des contenus également. Et donc, du coup, hein, ces acteurs méritent une attention particulière. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, notamment dans les pays anglo-saxons, hein, qui ont travaillé sur le développement de ces acteurs, hein, et de ces plateformes. Aujourd'hui, on parle de plateformisation. Et c'est vrai que ces acteurs sont de plus en plus influents, et pour certains, c'est vraiment ce modèle de la plateforme, c'est vraiment un mode, une configuration économique et une organisation très spécifique, très loin du modèle marchand ou encore des médias traditionnels, hein, puisque ce sont des systèmes beaucoup plus ouverts, où au final tout le monde, beaucoup de monde
peut accéder à ces plateformes. Donc par exemple YouTube, tout le monde peut publier, TikTok, tout le monde peut publier. Sur Google Play, bon, c'est quand même plus technique, mais au final, c'est un système très ouvert. Hein, quasiment tout le monde peut créer une application. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous aident à créer une application très facilement. Au final, vous voyez, par exemple, pour accéder au Google Play, il faut seulement payer 25$ pour accéder au Google Play, ce qui est très, très peu. Hein. Par exemple, les kits de développement, normalement, dans d'autres industries, comme dans le jeu vidéo, le kit de développement de PlayStation, vous devez le payer à 18 000$, donc c'est réservé aux gros studios. Voilà, le ticket d'entrée est beaucoup plus limité. Donc vraiment, ces plateformes ont abaissé énormément le niveau d'entrée, hein, ce qui explique aussi cette abondance de contenu. Donc on a des plateformes dans divers secteurs aujourd'hui. Là même Amazon a lancé Kindle Direct Publishing. C'est une plateforme dédiée c'est un peu comme le YouTube, mais pour le livre. C'est-à-dire que tout le monde peut publier un livre sur cette plateforme. Et donc on voit que ça se développe dans énormément de secteurs culturels. Donc ce qu'on observe, je vais passer un petit peu là sur plutôt les considérations économiques, c'est que dans cet écosystème, les monopoles comparables aux grandes industries traditionnelles du XXe siècle, aujourd'hui ça se passe plus, c'est une économie d'échelle mais basée sur la demande. Donc au final, ces acteurs sont rentables grâce à une base d'utilisateurs qui est très importante. Donc, par exemple, pendant très longtemps, Facebook, un utilisateur Facebook en moyenne ne rapportait que, au début de Facebook, c'était 1$ par an et par utilisateur. Donc, ce qui est très peu, mais quand vous avez plus d'1 milliard d'utilisateurs, forcément, ça commence à devenir très, très intéressant. Donc, les effets de réseau sont un mécanisme économique important pour comprendre. Moi, je m'excuse, il y a beaucoup de texte sur cette slide. En fait, c'est un concept économique intéressant et important pour comprendre la domination de ces acteurs. Et donc, ces effets de réseau sont notamment liés aussi aux données. Donc, c'est assez simple au final. Donc du coup, les effets de réseau, ils font référence à la capacité d'une grande communauté sur une plateforme à produire de la valeur significative pour chaque utilisateur. Donc, pour mes étudiants, par exemple, j'avais fait ce schéma. Donc si on prend le cas de Uber, plus vous avez de demandes, plus c'est intéressant, plus c'est attirant pour les chauffeurs, plus votre couverture géographique est importante, donc plus importante est la prise en charge des voyageurs, le temps d'attente aussi des chauffeurs est moindre, et du coup ça leur permet aussi de pratiquer des prix plus intéressants. Et donc cette boucle qui caractérise la plateforme Uber, on peut la retrouver dans plusieurs industries, plusieurs plateformes que j'ai déjà évoquées. Et c'est pour ça que donc les économistes américains parlent de winner take all effect, ça veut dire qu'au final le gagnant rafle tout. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a une prime aux gagnants dans ce genre avec cette mécanique économique. Donc aujourd'hui, vous voyez, imaginons maintenant, moi je veuille lancer un service de VTC, c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué une fois qu'il y a un acteur établi. C'est vraiment très compliqué de pénétrer ces marchés. Donc dans le domaine de la publicité, c'est pareil, hein, Google, Facebook, donc Meta et Amazon aujourd'hui sont vraiment très puissants, hein, et ça va être très difficile parce qu'ils ont déjà des effets de réseau très puissants, hein, qui favorisent une sorte de c'est des boucles de réenforcement qui sont vraiment très, très compliquées. C'est presque anti-concurrentiel. Donc vous avez le même cas par exemple sur les applications mobiles. Vous avez Google et Apple qui aujourd'hui ont un magasin d'applications énorme, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible pour un acteur de se lancer sur le marché des mobiles, sur le marché des applications mobiles, parce qu'ils ont une avance beaucoup trop importante. Même Microsoft s'est essayé Microsoft, qui est quand même un acteur ultra puissant, a dû abandonner le segment mobile. Donc ils avaient un Windows Market à un moment, mais ils ont dû abandonner parce que sur ce genre de marché, quand on arrive trop tard, c'est très difficile de rattraper son retard.
Donc ce qu'on observe, c'est que les milieux financiers apprécient largement le modèle de la plateforme, parce qu'il est très efficace. Et voilà, c'est vraiment des machines à cash. Et il y a un côté, donc vous voyez, hein, là, on voit la valorisation boursière d'Apple, qui est aujourd'hui la plus grosse valorisation. On est à 2690 milliards de dollars. On n'a jamais connu ça dans l'économie. Donc ils ont même franchi un moment dans les 3000 milliards de valorisation. Pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise comme Renault, c'est 10 milliards de dollars, Orange, 20 milliards de dollars, qui sont déjà des très grosses entreprises. Là, on est vraiment sur quelque chose d'hors norme qu'on n'a jamais connu ce qui fait que ces entreprises ont un tel pouvoir financier. Quand vous regardez même, vous analysez leur rapport d'activité, ils ont un cash flow qui est tellement important qu'ils rachètent toutes les entreprises qui marchent bien, qui sont intéressants pour elles. Donc même Meta, hein, qui avait racheté à l'époque WhatsApp pour 19 milliards de dollars, voilà, il n'y a pas vraiment encore de modèle économique. WhatsApp, on sait que c'est utilisé par 2 milliards d'utilisateurs, bref, c'est vraiment des valorisations très importantes. Et ce qu'on observe aujourd'hui, hein, c'est que toutes ces entreprises, la plupart des grandes success stories de ces dernières années, hein, sont basées sur ce modèle de la plateforme, qui est un modèle, hein, je rappelle, vraiment atypique. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce modèle de la plateforme, c'est qu'au final, c'est la communauté d'utilisateurs, hein, qui va produire du contenu aussi. Donc généralement, les gestionnaires les grandes plateformes proposent à leurs utilisateurs de configurer leur publicité eux-mêmes. Si on prend le cas de Facebook Ads ou Amazon Ads, c'est leur programme publicitaire. Ou même sur Airbnb, hein, voilà, si vous êtes propriétaire sur Airbnb, vous gérez votre annonce vous-même, vous définissez votre planning, vos prix. Voilà, on développe des modules pour automatiser l'ensemble du processus. Donc au final, par exemple, Airbnb, vous n'êtes jamais en contact avec un employé Airbnb pendant tout le processus. Même si vous avez une question sur votre logement, vous contactez directement le propriétaire, ce qui fait que ces plateformes fonctionnent généralement avec très peu de ressources humaines. Si vous prenez par exemple Airbnb, ils ont 3500 salariés dans le monde. Pour une entreprise qui vaut 70 milliards de dollars, c'est vraiment rien. Parce que, donc même moi, dans le cadre d'une étude, j'ai visité le siège français à Paris, et pour tout le marché français, ils sont 19. Donc voilà, il y a un côté quand même assez effrayant de voir comment ces entreprises qui génèrent autant d'argent, au final, grâce justement aux data et à l'automatisation, au final, en termes de ressources humaines, ça reste très limité. On ajoutera en plus le fait que le siège social d'Airbnb se trouve au Luxembourg, comme celui d'Amazon ou d'Apple. Donc voilà, toutes les manœuvres autour de la fiscalité sont également intéressantes à observer pour ces plateformes. Qui sont au final, d'un point de vue de la territorialité, très, très compliquées à gérer. Donc si vous prenez par exemple, c'est pareil, hein, si vous prenez Facebook, par exemple, le groupe Meta, hein, il domine le marché avec de la publicité avec Google, par exemple sur le continent africain, et pendant très longtemps, il n'avait pas un seul salarié sur le continent africain. Parce que tout est automatisé, tout est... et donc là, ils ont ouvert un bureau à Johannesburg récemment, au Nigeria aussi, et en Afrique de l'Ouest, mais avec très peu de... Ouais, ça doit faire une vingtaine de salariés au total sur tout le continent africain, ce qui, par rapport à l'argent que ça représente, c'est rien. Donc du coup, ces acteurs, donc les GAFA, donc sont un peu des infrastructures, hein, sur lesquelles d'autres entreprises viennent se connecter. Donc c'est souvent des systèmes ouverts, contrairement à une entreprise un peu classique, type, je sais pas, un constructeur automobile, j'ai parlé de Renault par exemple, hein, qui maîtrise toutes les strates. Là c'est l'inverse, on va dire. Voilà, c'est ouvert, tout le monde peut venir travailler avec nous. Donc c'est ce que je vous ai dit avec le cas des plateformes d'application, Apple et Google. Vous pouvez télécharger quasiment gratuitement le Software Development Kit pour faire des applications mobiles. Donc ça vous coûte 25 $ pour Google et
$100 pour Apple. Au final, tout le monde peut publier une application, c'est très accessible. Donc c'est vraiment ce qui caractérise. Et pareil, aujourd'hui, sur Amazon, il y a Amazon Marketplace, où au final, tout le monde aujourd'hui peut avoir un espace sur le site d'Amazon. N'importe quel commerçant peut ouvrir sa boutique sur Amazon Marketplace et proposer ses produits. C'est ce qui fait la force aussi de ces acteurs, c'est qu'ils sont très, très ouverts. Donc ce qu'on observe, c'est sur le marché boursier, c'est vraiment une puissance très importante de ces acteurs, avec une année charnière, c'est l'année 2014-2015. On voit, les GAFA avaient une capitalisation boursière 300 milliards en dessous de celle du CAC 40, et un an plus tard, 200 milliards. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont totalement fous, mais qui montrent vraiment cette puissance, avec justement aujourd'hui toutes les grandes entreprises, les plus grandes valorisations boursières du monde sont les GAFA, et plus généralement des entreprises technologiques dans lesquelles les données sont au cœur de leur système. Donc je vais passer ces chiffres un petit peu sur mais vous pourrez les reprendre, ça montre un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter qu'au final, ces entreprises ont grossi aussi pendant la période, la crise sanitaire qu'on a connue, parce que les usages numériques ont explosé durant cette période. Ce qui explique, c'est cette courbe un peu exponentielle de leur chiffre d'affaires ces dernières années. Avec des bénéfices nets très importants, et on voit aussi ce qui est intéressant, c'est les taux de marge qui sont plus importants même que l'industrie du luxe. Donc c'est ce qui est assez intéressant à retenir. Donc plus généralement, ces chiffres-là, extraits justement du Monde, d'un article très intéressant du Monde, montrent la puissance de ces acteurs dans le paysage numérique. Vous voyez 3 milliards de smartphones équipés sur Android, donc c'est-à-dire que si vous êtes sur... Donc c'est ce qui explique aussi ces success stories. Si vous êtes sur Google Play aujourd'hui, potentiellement vous pouvez toucher 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est la première fois qu'on est face à une configuration comme ça, ce qui explique le succès d'Airbnb, de Netflix. C'est parce qu'on est face à des acteurs qui ont la main mise sur la téléphonie mobile, qui est aujourd'hui, le smartphone, c'est le terminal de référence pour beaucoup de personnes dans le monde, même dans les pays asiatiques, africains. Le smartphone, c'est vraiment devenu le terminal de référence, bien au-delà des ordinateurs fixes et portables. Donc ce que je disais aussi, c'est le rachat d'entreprises qui est intéressant, c'est que ces entreprises ont un tel cash flow qu'elles peuvent acheter. Google a racheté Waze il y a déjà quelques années. Ils ont racheté DoubleClick dans une régie publicitaire dans le domaine de la publicité. Microsoft a racheté Xandr aussi dans la publicité programmatique. Dès qu'il y a une entreprise un peu intéressante qui fonctionne bien, elle est rachetée par ces grands acteurs donc ça, malgré la vigilance accrue des autorités, les rachats se poursuivent. C'est très compliqué. On est vraiment face à des abus de position dominante. C'est très difficile de contenir l'appétit de ces acteurs. Et on voit en termes d'employés, c'est très variable, mais par rapport à leur poids économique, c'est très peu. Donc ce qu'on observe aussi, c'est des stratégies de fermeture. Donc on observe que ces acteurs essayent de nous enfermer un peu dans des univers propriétaires. C'est le cas d'Apple. Et la synergie entre les terminaux renforce cette stratégie d'enfermement. Donc au final, aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire d'un iPhone, clairement, tu me dis, il me reste 5 minutes, voilà. Ouais, heureusement que... Donc si vous prenez par exemple Apple, si vous avez un smartphone, un iPhone, clairement, si vous devez choisir une tablette, vous allez prendre un iPad. Si vous avez un iPhone et un iPad, vous allez prendre un MacBook, enfin bref, et un dispositif de télévision connectée, vous allez prendre Apple TV parce que tout fonctionne, votre iPhone vous sert de télécommande, etc. Donc, ce qui fait qu'on est de plus en plus enfermé comme ça dans des univers propriétaires
qui sont intéressants à observer. Donc on observe aussi une diversification dans le domaine du contenu. Apple a lancé un service de streaming vidéo en concurrençant un peu Netflix, même si le succès n'est pas encore au rendez-vous, ils investissent de plus en plus. Pareil, Apple Music, Apple News aussi, qui est une application, c'est un peu il va faire un peu comme le Netflix, mais sur le marché de la presse quotidienne et magazine. Amazon aussi, on voit, voilà, il y a vraiment une stratégie de diversification qui est très importante aujourd'hui. Quand vous êtes abonné à Amazon Prime, donc Amazon Prime, c'est 220 millions d'abonnés dans le monde et vous avez accès au site de commerce électronique avec des frais de livraison gratuits et des offres spécifiques. Vous avez accès aussi à un service de streaming vidéo, un service de musique, à Kindle. Vous avez le droit de louer plusieurs livres sur Kindle. Bref, on est vraiment face à des offres qui sont très, très importantes. Bon, je passe un petit peu. Donc on voit que ces acteurs sont dans tous les domaines d'activité. Donc là, si on prend le groupe Alphabet, donc vous voyez quelques-uns de ces services, et tout est lié, ce qui explique leur puissance aussi sur le marché publicitaire. Je passe un petit peu Donc ce qui est important de souligner, c'est que ça fait écho un peu à cette phrase de Patrick Lelay à l'époque qui avait fait grand bruit, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et c'est vrai que sur le marché publicitaire, on est face à une captation des données qui est très importante. Et aujourd'hui, toutes ces grandes plateformes proposent une régie publicitaire. Donc Apple se lance aussi dans la publicité, on renforce leur équipe publicitaire. Donc imaginez aussi pour Apple la manne publicitaire, pour beaucoup de spécialistes, ça va devenir un des acteurs majeurs aussi de la publicité ces prochaines années. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2 milliards d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Et du coup, vous imaginez, rien qu'avec les applications que vous avez sur votre téléphone, ils savent énormément de choses sur vous. Ils savent, voilà, si vous avez ici l'application Transpol, ils savent que, Idevia, pardon, ils savent que vous utilisez les transports publics lillois, ils savent que quelle est votre banque, les journaux que vous aimez, voilà, si vous utilisez Apple Music, quel type de musique vous aimez, donc tout ça, c'est des données très précieuses pour la publicité. Donc là, vous avez ici donc là, leur programme s'appelle iAd. Il est assez intéressant à observer. Là, vous avez Google Marketing Platform, qui est une plateforme du coup maintenant unifiée de la publicité chez Google, qui est vraiment très bien faite. Alors, un des gros changements de paradigme dans le monde de la publicité, c'est qu'aujourd'hui, on est plus sur de la publicité comportementale. C'est-à-dire qu'au final, Google, par exemple, a tellement de données sur vous qu'ils s'en fichent un petit peu de ce que vous êtes en train de regarder. Ils savent que ce que vous avez consulté avant, ce que vous êtes en train de rechercher en ce moment, qu'au final, on est de moins en moins dans de la publicité contextuelle. C'est de la publicité comportementale, ça veut dire que c'est centré sur l'individu et non plus sur le contexte d'utilisation, de consommation du contenu. Donc par exemple, si vous êtes en train de regarder La Voix du Nord, ou on va dire La Voix des Sports, pour prendre quelque chose de plus thématique, vous pouvez avoir une publicité pour un voyage, pour n'importe quoi, un sac, parce qu'ils savent que vous avez cherché ces produits avant. Donc c'est plus du tout une publicité comme on l'a connue, qui est contextualisée et connectée au contenu que vous êtes en train de voir. Donc là encore, pour la publicité, tout est automatisé. Là, c'est le programme publicitaire de Facebook. Alors ce qui apparaît aussi important dans les interviews qu'on a pu mener, c'est que ces gestionnaires de plateformes, c'est Google Ads ou encore Facebook Ads ou Amazon Ads, etc., c'est qu'ils proposent des outils de suivi, en fait, qui permettent de quantifier très rapidement l'efficacité d'une campagne publicitaire. Donc ce sont des modules très flexibles. Et par exemple, on a des annonceurs qui peuvent lancer sur Facebook, par exemple, 5 publicités différentes, avec 5 visuels différents, 5 accroches textuelles différentes, et ils vont voir qu'il y en a une ou deux qui sortent du lot, et du coup, ils vont pouvoir
Donc voilà, cette flexibilité est intéressante pour les annonceurs et ces outils de suivi aussi. Donc clairement, ça permet de faire aussi du reporting auprès de ses équipes, de sa hiérarchie. Voilà, ça génère des superbes graphiques, tout fait, clé en main. Hein, et c'est un des éléments aussi qui explique le succès de ces plateformes. Donc pareil, sur Facebook, en termes de granularité de la régie publicitaire, hein, c'est très précis. Hein, vous pouvez toucher, là j'ai pris les jeunes lisboètes de 18 à 24 ans. Je peux choisir après plutôt des femmes intéressées par les médias, tel sport. Bref, je peux décliner au maximum, hein, ce qui fait que je vais arriver à un degré de ciblage très, très précis. En plus, ce qui est rassurant pour les annonceurs, hein, c'est que souvent, vous êtes payé au coût par clic. Donc vous ne payez que quand un internaute clique sur votre publicité, c'est ce qui est rassurant aussi pour les annonceurs. Donc ce qu'on observe plus généralement, c'est un déclin de l'investissement dans les médias, dans la média presse, hein, qui a décru ces dernières années de manière significative. Hein. Donc c'est vrai que cette captation de la manne publicitaire par les GAFA notamment a un impact sur les médias locaux, nationaux, et on le voit à travers ces chiffres. Hein, et en plus, les acteurs des médias traditionnels, hein, peinent à capter la publicité sur leur présence numérique. Donc, par exemple, la télévision, hein, ont des offres de replay, par exemple, mais ils peinent quand même à capter la manne financière totale de ce marché. Donc on voit une baisse significative, hein, des supports historiques, hein, qui est assez inquiétante, hein, même en termes de diversité, en termes de démocratie, puisque voilà, on a des médias qui sont déjà très fragiles économiquement, parce qu'on l'a vu, hein, les gens lisent de moins en moins. Bon, ça dépend des acteurs, mais du coup, hein, il peut y avoir une tendance à aller aussi vers des contenus de plus en plus faciles, de plus en plus cliquables. C'est un risque aussi que fait courir cette captation de la publicité par ces acteurs. Là, c'est ok. Donc juste pour conclure, c'est vraiment on est face à une captation de la publicité par notamment trois acteurs, Google, Facebook et Amazon. Et ils ont une maîtrise sur tellement de services qui peuvent vraiment avoir un degré de ciblage hors norme, avec lequel il est très difficile de rivaliser. Et du coup, là encore, hein, on espère que la régulation, ça a été dit en introduction, voilà, le transfert de données, donc l'amende infligée à Facebook montre que d'un point de vue régulation, on peut intervenir, mais les abus de position dominante sont tellement puissants et forts, et les effets de réseau aussi, on l'a vu, qu'il va être très difficile de venir concurrencer la puissance financière de ces acteurs. Merci beaucoup.